Le ton est donné dans notre planète.info du 2 novembre 2023. 5,3 millions de tonnes de thon sont pêchées par an dans le monde pour un marché qui pèse 7 milliards de dollars. Selon un rapport de Planète Vivante Océan du WWF publié le 16 septembre 2015, la quantité de thon maquereau et bonite a diminué de 75% par rapport à 1970. 90% des Français ont au moins une boîte de thon chez eux et tous les ans, les ménages français en achètent 421 millions, soit plus de 15 boîtes par an et par ménage. Selon la FAO, la consommation de thon et d'espèces apparentées en boîte augmente. 2/3 des stocks de thon sont victimes de la surpêche et les prélèvements augmentent grâce à une nouvelle technique de pêche, le DCP, ou dispositif de concentration de poissons. C'est un assemblage d'objets flottants se prolongeant sous l'eau par des chaînes ou filets. Ils peuvent être dérivants ou ancrés. De nombreuses cavités se forment et permettent aux poissons de s'abriter, de se nourrir, de se reproduire. Les petits poissons trouvant refuge dans les DCP attirent les plus gros poissons en tirant eux-mêmes les thons qui s'en approchent en banc pour se nourrir. Quand la quantité de thon piégé est jugée suffisante, les thoniers déploient un grand filet, la Seine, autour du DCP et remontent tout ce qui se trouve autour, les thons mais aussi tous les autres animaux marins présents. Il y a aujourd'hui environ 120 000 DCP utilisés dans le monde, contre 90 000 en 2017. Le DCP permet de multiplier les prises par 2, voire par 10 pour certaines espèces. Ainsi, entre 1990 et 2000, les prises de thon tropicaux ont augmenté de 100%. Ce type de technique piège également d'autres espèces que les thons, qui sont rejetées mortes à la mer. Selon un rapport de décembre 2022 et publié dans Sustainable Fisheries Partnership, environ 70% de plusieurs espèces de requins, d'oiseaux de mer et de tortues marines étaient en déclin dans l'océan Pacifique central occidental. Or, cette région fournit plus de 50% de la production mondiale de thon, dont la majeure partie est destinée à l'Amérique du Nord et au Japon. Enfin, selon une enquête de 60 millions de consommateurs parue en mai 2016, toutes les conserves testées contiennent du mercure, de l'arsenic et du cadmium, et des concentrations très variables selon les références. L'eau nous échappe dans YouMatter.world du 31 octobre 2023. Il y aurait 1 385 990 800 km3 d'eau dans l'hydrosphère. 97% de cette eau est salée, les 3% restants sont des réserves d'eau douce potabilisables. Toutefois, la majeure partie de l'eau douce est stockée sous forme de glace, elle est donc inutilisable. Il reste donc 1% d'eau douce disponible que l'on trouve dans les retenues d'eau et dans les nappes phréatiques de faible profondeur. La répartition de la ressource est géographiquement très inégale, de nombreux pays comportent des zones désertiques et arides et sont très exposés au stress hydrique. A contrario, 9 pays se partagent 60% de la ressource. Le Brésil, la Russie, l'Indonésie, la Chine, le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Pérou et l'Inde. Selon l'OMS, un être humain est en stress hydrique s'il dispose de moins de 1700 m3 d'eau par an et il subit une pénurie s'il a moins de 1000 m3 par an. Or, l'élévation des températures causée par le dérèglement climatique favorise les épisodes de sécheresse. Dans les zones de montagne, la fonte des glaciers constitue une source essentielle d'eau potable et d'eau d'irrigation pour plusieurs centaines de millions de personnes. Mais le réchauffement climatique accélère la fonte, ce qui réduit la disponibilité en eau pour les générations futures. Nous sommes parallèlement de plus en plus consommateurs d'eau. Il faut 3400 litres pour 1 kg de riz contre 15 500 litres pour 1 kg de viande de bœuf. La production d'1 kg de coton nécessite 10 000 litres d'eau. Ramener à la production d'un t-shirt au coton de 250 grammes, cela donne 2500 litres d'eau, soit l'équivalent de la consommation d'un Français en eau potable pendant 17 jours. Pour produire une tonne de médicaments, il faut en moyenne plus de 5 milliards de litres d'eau. En 2019, le fabricant taïwanais TSMC, leader de la puce électronique, consommait 156 000 tonnes d'eau par jour. En moyenne, dans le monde, 70% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture, 19% pour l'industrie et enfin 11% pour l'usage domestique. Selon le rapport des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2019, la demande sera 20 à 30% plus élevée que le niveau actuel en 2050. Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays soumis à un stress hydrique élevé et environ 4 milliards de personnes font face à une grave pénurie d'eau au moins un mois par an. Ce stress hydrique ira en s'exacerbant à mesure que la demande en eau augmentera et que les effets des changements climatiques s'intensifieront. Entre les bonnes intentions et les mauvaises actions dans news.un.org du 8 novembre 2023. Dans un rapport de novembre 2023, les Nations Unies constatent ce curieux paradoxe. 151 gouvernements nationaux se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour parvenir à l'objectif de zéro émission net, alors que les plans prévisionnels de ces gouvernements envisagent une augmentation de la production mondiale de charbon jusqu'en 2030, ainsi que de celle du pétrole et de gaz jusqu'en 2050 au moins. Selon Inger Anderson, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les projets des gouvernements visant à accroître la production de combustibles fossiles compromettent la transition énergétique nécessaire pour parvenir à des émissions nettes nulles et remettent en question l'avenir de l'humanité.
Selon les auteurs du rapport, le changement climatique d'origine humaine est déjà là. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone, dont près de 90% proviennent des combustibles fossiles, ont atteint des niveaux records en 2021 et 2022. La bonne trajectoire à l'élimination presque totale de la production et de l'utilisation du charbon d'ici à 2040 et une réduction combinée de la production et de l'utilisation du pétrole et du gaz de 3/4 d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2020 au minimum. Mais les gouvernements vont, sans l'ombre d'un doute, multiplier leur production de combustibles fossiles par 2. McKinsey, ils sont partout dans ledevoir.com du 9 novembre 2023. Selon l'expert des marchés financiers Kingsmill Bond, le plan de transition préparé par McKinsey pour la présidence de la COP28 donne l'impression d'avoir été écrit par l'industrie pétrolière pour l'industrie pétrolière. McKinsey, le plus grand cabinet de conseil au monde, a fourni aux organisateurs émiratis de la COP28 des scénarios sur l'avenir du secteur énergétique mondial qui sont en contradiction avec des objectifs climatiques que le cabinet affiche publiquement. En effet, le cabinet prévoit une réduction de la consommation de pétrole de seulement 50% d'ici 2050 et évoque des milliers de milliards de dollars d'investissement annuel dans le pétrole et le gaz d'ici là. Il faut rappeler que les plus gros clients de McKinsey sont liés aux hydrocarbures, dont la société émirati ADNOC, dont le président, le sultan Ahmed Al-Jaber, est également le président de la COP28. La pollution de l'air affaiblirait notre système immunitaire dans nationalgeographic.fr du 6 octobre 2023. Depuis 2020, plusieurs études ont fait état d'un taux potentiellement plus élevé d'infections, de complications et de décès des suites de la Covid-19 dans les lieux affichant un haut niveau de pollution atmosphérique, même de façon temporaire. Cette étude s'ajoute aux nombreuses autres qui montrent que l'exposition chronique à la pollution de l'air provoque une inflammation et augmente le risque de rencontrer divers problèmes de santé. La science découvre peu à peu les effets néfastes de cet air pollué sur la capacité de notre système immunitaire à réguler les réactions inflammatoires. En fait, la pollution de l'air désigne un ensemble de gaz et de particules de taille et de composition variables provenant d'une multitude de sources, les voitures et les usines qui consomment des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole, mais aussi des phénomènes naturels comme les incendies, les volcans et les tempêtes de sable. Parmi les substances contribuant à la pollution de l'air figurent notamment le dioxyde de soufre, l'ozone, le plomb et les particules en suspension réparties selon leur taille en différentes catégories de PM2,5 à PM10. L'inhalation régulière de ces polluants peut entraîner des problèmes de santé, comme le démontre le lien établi par plusieurs études entre la pollution de l'air et les maladies respiratoires ou cardiovasculaires, les problèmes neurologiques, les cancers ou encore les décès prématurés. Bien entendu, ces problèmes frappent les classes sociales les plus pauvres, qui ne peuvent s'échapper des zones urbaines dont l'air est le plus pollué. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.